Ouais, salut. Ouais, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour quoi je vais les nommer rattrapage, c'est-à-dire tous les films et séries qui ont pu sortir ces derniers temps et auxquels j'ai pas apporté forcément mon opinion ou de critique. Je vous propose qu'on les affiche. Alors on a la série Miss Marvel. On a le film The Marvels. Déjà. On va commencer par là. Après on mettra les autres. Alors, comment dire ça de manière sympathique ? Miss Marvel, la série en tant que telle, c'est nul à chier. Pour deux raisons. La première, c'est que la personne qui a fait cette série, quelque part par là, ben elle a jamais touché à l'univers Marvel, elle y connaît rien du tout, c'est une féministe en plus, donc tout va bien. Là, tu vois, tu veux mettre de la merde sur de la merde, c'est fait. Et on a autre chose. On a une actrice qui, c'est pas de sa faute, mais elle a pas de charisme et elle sait pas jouer. Donc, à un moment donné, tu regroupes les deux, qu'est-ce que ça fait ? Bah, ça fonctionne pas en fait, hein. C'est plus, ça fait pas moins. D'accord ? Bah là, c'est la même chose. Ça fonctionne pas. On peut pas inventer quelque chose sans avoir une idée au préalable qui a été construite et posée sur papier. C'est-à-dire, quand tu crées un scénario, tu le donnes à celui qui t'a confié la tâche de réaliser ce film, tu lui dis voilà, est-ce que ça te convient, est-ce que ça te paraît cohérent, tu vois, un peu comme Star Wars 8. Hein. Le problème, c'est que chez Disney, ils sont tous cons, donc forcément, il y a problème. Donc t'as une chance sur, je sais pas combien, de tomber sur le type ou la personne qui a compris l'univers dans lequel il s'était plongé, qui a une idée d'un bon scénario et qui sait comment faire des films. Mais bon, ça, t'as une chance parmi un bon nombre maintenant. Donc, Miss Marvel, comment dire que, bon, bah c'est nul en fait, ça n'apporte, mais alors, rien du tout. Un élément près. La connaissance de Carol Danvers et de Miss Marvel. Qui sont, comment elles ont dit déjà, oui, sœurs de nom. Ah oui, vous avez été chercher loin, hein. Bravo, 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 bravo. Qu'est-ce qu'ils sont cons chez Marvel ? Enfin, chez Disney. Qu'est-ce qu'ils sont cons ? Bon, voilà, hein, j'ai pas grand-chose à dire, hein, ça va être très court, hein, rassurez-vous. Du moins pour ça, c'est nul à tout point de vue. Ça te permet juste de dire ce que je viens de dire. On va passer donc à The Marvels. Alors pour être franc, j'ai même pas regardé le film jusqu'au bout, tellement c'était nul. Il n'y a rien de construit, ça part dans tous les sens. Alors, je vais essayer de mettre un maximum d'illustrations, plus la bande-annonce dans tout ça là. Mais non de nom, quelle idée de vouloir faire un truc qui n'a rien à voir avec la phase qu'on vient d'entamer chez Marvel, c'est-à-dire le multivers. Là, il n'y a rien du tout qui est lié au multivers. Bah, rien du tout. Donc, tu vois, ils ont fait un film à part parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire. Ils avaient besoin d'un film où il y avait The Girl Power, comme d'habitude. Et là, bah, on a voulu pondre un scénario qui n'a aucun sens. Mais quand je dis aucun sens, c'est aucun sens. On fait un bond dans le temps d'à peu près une trentaine d'années, où on retrouve l'un des personnages marquants du film, comment il s'appelle, Marvel, là, Captain Marvel. On retrouve la fille qui était toute jeune, hein, on retrouve Nick Fury qui d'ailleurs, je sais pas ce qu'il fout là, Samuel Jackson, il a pété un plomb. Vraiment, il a pété un plomb. Le mec, c'est censé être le gars le plus sérieux de toute la saga, hein, de tous les personnages. T'as Captain America et t'as lui, c'est les plus sérieux. T'as Stark qui est un génie, mais qui arrive à déconner. Lui, non, normalement, il déroge jamais. Et on a déjà un problème, c'est que dans le film précédent, qui était, si je dis pas de bêtises, enfin bon, la série avec les Skrulls et compagnie, là, plus le film avec Spider-Man, là. Oh là là, ça partait, mais dans tous les sens. Et t'avais Samuel Jackson qui, de temps en temps, doit lâcher des blagues de merde, du genre, l'autre elle est en train de lui dire, voyez, là on fait ça, et lui il fait, Pierre, vous avez le ciseau, j'ai gagné. Pas toute seule à pouvoir protéger l'univers.
Nick Fury, c'est pas un comique qui sort d'un café-théâtre là. On est une équipe. Ouais, vous voyez ou pas le concept de chez Marvel, c'est on arrive à être sérieux tout en faisant quelque chose de drôle. Plus haut, Chat. plus loin. Là, on fait que de la merde. C'est vraiment jusqu'au bout, on chie sur la feuille, vraiment. Tous les personnages, leur nature, leur caractère, tout ce qui avait été construit sur eux, allez hop, poubelle. C'est ça depuis un bon bout de temps chez Marvel. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu un bon film. Vraiment. Ou une série. Je gère. On s'est arrêté à Doctor Strange 2 en grand film et à Loki en grande série. Sinon, tout ce qui a été mis après, 2-3 petits trucs avant, nada. Nada de chez nada. Si on doit s'attarder 2 minutes quand même, parce qu'il faut bien qu'on s'y attarde sur ce film, je l'ai pas regardé jusqu'au bout, mais j'ai lu des critiques, j'ai après construit une certaine pensée à travers ça. Franchement, il n'y a rien de construit. Donc on reprend à la base du début du film, où on t'explique qu'il s'est passé un bon nombre d'années déjà entre la relation de la fille qu'on voit dans Captain Marvel et Captain Marvel Carol Danvers. Nick Fury, tout le bazar, on est après Avengers Endgame, on est après Doctor Strange 2 en termes chronologiques. Et donc on te dit, tiens donc, Madame Marvel, vous n'êtes plus la seule à avoir des super pouvoirs. Qui c'est qui vont nous mettre dedans? Qui a les mêmes pouvoirs qu'elle, mais légèrement dérogés au niveau de la manière dont ils sont utilisés. C'est-à-dire que t'as Carol Danvers qui a une force surnaturelle qui maîtrise la lumière. T'as Miss Marvel qui, elle, sait pas trop ce qu'elle sait faire avec ses pouvoirs. Et t'as comme par hasard la petite fille qu'on avait vue qui a grandi, qui tiens donc est tombée dans un espèce de rayon de je sais plus quoi, et qui maintenant peut maîtriser les vortex du temps. Mais bien sûr. Et t'as même pas d'explication, hein, ça s'est balancé direct dans le film. Rien de construit, rien du tout. Mais alors, rien du tout. Puis après, on te balance une histoire sur les Skrulls qui maintenant en veulent à Carol Danvers parce que au passé, ils n'ont pas réussi à les ramener sur leur planète, parce que elle est allée sur une planète et qu'elle a tout détruit. Elle a détruit une espèce et maintenant cette espèce-là, qui était ennemie des Skrulls, en veut à Carol Danvers. Enfin, ça part dans tous les sens, ça n'a ni queue ni tête. C'est fait comme de la merde. Donc, pour résumer tout ça, si vous ne regardez pas cette série Miss Marvel ou encore The Marvel, vous pouvez quand même continuer à regarder la saga Marvel, vous ne serez pas perdu. C'est des trucs à considérer à part entière et à part. Parce que c'est nul et ça n'apporte rien du tout. Ça t'apporte juste 2 héros. Mais encore, on s'en fout. Ils seraient pas là, ça nous poserait aucun problème. Voilà. Pour ce faire, je vous propose qu'on passe à l'autre partie. Allez, je vous mets tous les films Marvel qu'on a pu voir jusqu'à présent, dans l'ordre chronologique qu'il faut les regarder. Et vous pouvez voir qu'il y a quelques films qu'on n'a pas pu traiter ensemble, à savoir Les Éternels, Les Gardiens de la Galaxie Vol 3, Thor Love and Thunder, Shang-Chi, il y avait également Black Panther 2. Je suis en train de regarder en même temps parce que je fais le montage après, donc il faut que je puisse voir les films que j'ai pas critiqués, entre guillemets. Non, alors c'est tout bon, parfait. Bon, alors parmi tous ceux que j'ai pu citer, on va commencer par Les Gardiens 3. Je vous propose de commencer par Les Gardiens 3. Je mets la bande-annonce en fond derrière moi, et une fois que la bande-annonce sera finie, vous aurez l'affiche et les personnages importants que l'on voit dans Les Gardiens 3. Alors Les Gardiens 3, il intervient donc après Avengers Endgame. Tout ce dont on va parler là intervient après Avengers Endgame, excepté Black Widow. Donc Les Gardiens 3, c'est un film un peu qu'on pourrait qualifier de biopic, et en même temps pas biopic. Pourquoi? Parce qu'on va être basé sur le personnage principal de l'histoire, à savoir Rocket. Rocket, c'est un personnage, ok, on s'attache beaucoup, on adore, qui est drôle, qui
qui amène du baume à l'histoire et qui sert à quelque chose. Et donc là, l'histoire, elle est la suivante. On va passer... C'est pas qu'il aimait la perfection. on va faire passé, présent, futur dans le film. Plutôt qu'il C'est-à-dire détestait qu'on les va choses telles qu'elles sont. voir le passé de Rocket à différents moments du film, à travers un contexte qui t'est amené, une histoire qui est créée, à savoir que Rocket elle a un passé compliqué. On va enfin savoir pourquoi un raton laveur qui au départ est grand comme ça est devenu quasiment grand comme un humain, marche comme un humain et a l'intelligence d'un humain. Enfin, de ce qu'ils appellent les êtres supérieurs dans le film. Oui, puisque dans le film, on arrive à te montrer la différence entre les animaux, On a toujours été en quête. les hommes et l'évolution de chacune d'entre elles à travers le temps. De manière très construite pour t'amener un petit peu de psychologie et quelque chose d'intéressant à travers les différents personnages qu'on va retrouver. Mais c'est surtout sur Rocket qu'on va s'intéresser pour l'instant. On a une histoire qui est extrêmement Nous bien nous amenée, envolerons tous où ensemble, on parle un petit peu du passé de à Rocket. travers On l'infinité. voit beaucoup de flashbacks au début, et après on arrive sur la planète Mais où c'est se sont merveilleux. tous réfugiés les gardiens, dont j'ai perdu le nom d'ailleurs, mais qui va s'afficher quelque part par là. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, Je sais il pas y a un trop gars qui qui t'étais s'appelle amoureux, mais Black ça Adam, ressemble enfin non ça, pas hein. Black Adam, je sais plus quoi, Oui, le c'est mec doré là, N'importe qui arrive et qui tente de capturer Rocket. Sauf que ça a mal tourné puisque c'est Ils ont été remplacés un gars par qui mon débute père un peu dans le quand il métier m'a torturé. et qui malheureusement va nous blesser Rocket très gravement et Rocket va être à 2 doigts de la mort. Et ça pendant 2 heures de film, sur 2 heures et demie, ou 3 heures, je sais plus. Donc ça va être peut-être... Non c'est ça, c'est sur 3 heures de film, t'as 2 heures et demie où tu penses que Rocket va mourir. Voilà. Et à travers ce premier élément, eh ben, t'as toute une histoire qui est construite. Donc t'as les gardiens qui vont chercher un petit peu dans le passé de Rocket pourquoi il est comme ça, ils vont feuilleter des fichiers, ils vont faire diverses aventures qui sont très très bien amenées, vraiment très bien amenées, avec des effets spéciaux hors du commun, la musique qui est toujours extraordinaire dans ce film, enfin à chaque fois dans Marvel, de toute façon, là pour le coup je peux pas le reprocher, la musique elle est toujours géniale. Mais, d'un seul coup, on fait appel un petit peu, et là ils se sont un petit peu inspirés de Star Wars, je dois le dire, parce que j'ai eu du mal à comprendre au départ pourquoi ils avaient fait lien avec ça. Et après j'ai dit, mais attends, le fait d'avoir un personnage qui a une certaine prestance, je vais vous mettre le personnage en question, on l'appelle le guide suprême ou un truc comme ça, ou le gardien du temps ou un truc comme ça, je sais plus le nom qu'on lui donne, en tout cas ça va s'afficher là. Et ce type, c'est celui qui a créé Rocket, avec 2 de ses acolytes, que voici d'ailleurs, et ils ont formé Rocket à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Sauf que Rocket, il a évolué, il était avec d'autres espèces qui également ont subi des interventions chirurgicales pour devenir ce qu'ils sont, et ils sont tous fait tuer par ce type, parce que Rocket, il a voulu se faire échapper, enfin il a voulu s'échapper avec eux, parce que le type en question leur avait promis un monde, et ce monde, ils ne l'auront pas. C'est-à-dire la liberté, en fait. Parce qu'ils sont prisonniers tout le long du passé de Rocket. Jusqu'au moment où ils s'échappent, d'ailleurs. Et donc, ce type va, de par son pouvoir, créer différentes espèces. En fait, c'est un peu le scientifique fou du truc. On pourrait le comparer au Dr Pershing qu'on a dans la série Andor Mandalorian, qui crée... différents personnages, qui fait appel à la science, à l'ADN, à la manière dont c'est construit, comment on peut, à travers une certaine connaissance scientifique, et en même temps en amenant un pouvoir qui fait donc office de science-fiction dans le film, amener quelque chose de construit, de logique, et qui amène à une histoire et un contexte posé. Et bien à travers ce type. Et ce type, en fait, il fait un peu office d'empereur Palpatine, c'est-à-dire qu'il a un très grand pouvoir, et c'est je dis, vous faites, ou vous mourrez. Voilà. Vous mourrez de toute façon si vous ne m'écoutez pas, ou alors vous serez emprisonné, enfin, vous aurez des conséquences. Ça c'est sûr et certain, il y aura des conséquences. Mais, ce type donc, qui teste différentes espèces, va carrément recréer une planète à l'effigie de la Terre. Et donc, à travers ça, t'as les gardiens, excepté Rocket, qui lui est toujours en mal en point, retrouver ce type à travers différentes péripéties, il va y avoir une belle bataille, un beau contexte, et on va avoir quelque chose de vraiment construit, de posé, qui va t'amener... c'est pour ça que je parle un petit peu de biopic, parce qu'on est vraiment centré sur le personnage de Rocket et sur son histoire,
tout en avançant à travers la relation des différents protagonistes au sein même de l'équipe des gardiens. C'est-à-dire que chacun va prendre son rôle à part entière, et on va même découvrir des facettes de certaines personnes qu'on ne connaissait pas forcément. Je pense notamment à Nebula, on avait déjà vu une partie dans Avenger Endgame, où on voyait ce côté, finalement, je fais toujours la personne un peu... voilà, j'ai envie de me frotter au monde, j'ai envie de vous montrer que je suis pas la petite faible du coin. Et ben, elle a quand même sa part de sensibilité dans Avenger Endgame. Et là, tu le retrouves énormément. Parce qu'à un moment donné, on a cru que Rocket, il mourrait pour de vrai. Enfin, d'ailleurs, il meurt et il le réanime après. Et t'as notre fameuse Nebula qui, elle, est à deux doigts de pleurer, voire de se suicider, parce que elle veut pas que Rocket meure. Elle y tient, en fait. Elle a commencé à avoir ce qu'on appelle une part d'humanité en elle, dans Avenger Endgame. Et là, on le retrouve énormément ici. Mais c'est quand même construit tout au fil du temps et de cette histoire. Et donc, à la fin, vous vous en doutez, ils gagnent tous. Ils retrouvent les gars, enfin, ils se retrouvent tous ensemble sur la planète où ils étaient au départ. Et là, il se passe un truc auquel personne ne s'attendait. Mais alors, quand je dis personne, c'est personne. Il y a Quill qui pense, à un moment donné, se dire il faudrait peut-être que je retourne sur Terre, essayer de voir si j'ai toujours mon grand-père, celui qui m'avait gardé. Parce que finalement, paternellement parlant, il n'a plus personne à part lui et sa grand-mère. Donc, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il va faire un très beau discours digne d'un... non pas d'un politicien, mais digne de Luke Skywalker dans Star Wars 9, tu vois, où il va dire, écoutez, voilà, on a vécu tellement de choses ensemble, Rocket, on a pu retracer son histoire, je pense que ça mériterait que chacun puisse retracer la sienne, d'une certaine manière. Moi, je vais retourner sur Terre, je vais tenter de retrouver mes racines. Donc là, tu as une scène très émouvante. Il retourne sur la planète Terre pendant que les autres vont continuer d'avoir le rôle des gardiens de la galaxie et d'être les gardiens de la paix, finalement. Il retrouve son grand-père, il y a une petite histoire, et voilà. Fin du film. Alors oui, vous allez voir, ça a été très court, ce que j'ai fait comme critique, mais parce qu'il n'y a pas finalement grand-chose à dire. Ça a été très bien fait, très bien construit, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu un grand film chez Marvel. Je le dis sincèrement. On s'était arrêté avec Doctor Strange, il y en avait eu 2-3 par-ci par-là qui étaient nuls et qui servaient à rien. Là, t'as celui-là, il sert à quelque chose, et il est vraiment bien. Même s'il est un petit peu à considérer à part au niveau de la continuité de l'histoire, parce que t'as pas vraiment de multivers ou de trucs comme ça, là, c'est vraiment un film très bien fait. Vraiment, où t'as une sensibilité, t'as une part d'humanité, t'as un scénario construit, et les protagonistes, on découvre différentes facettes à travers une histoire posée. Je vous propose sur ce qu'on passe à Black Widow. Donc voici, je vais laisser la bande-annonce le temps de parler, et puis je vais mettre des affiches à droite à gauche au moment où ce sera fini. Alors Black Widow, là je crois que vous l'avez compris, c'est un film biopic sur le personnage de Black Widow. Sur son passé, présent et futur, vous verrez pourquoi. Enfin surtout passé-futur. Donc on va retracer toute l'histoire de notre chère Black Widow, avec sa sœur, avec son père, avec un certain nombre de protagonistes et de gens qui ont un certain pouvoir sur elle, et sur l'histoire à travers un contexte et un scénario plutôt correct. C'est pas un grand film, franchement, en termes d'effets spéciaux c'est rigolo, à côté des autres. En termes de scénario, c'est... Sur la partie, on va dire, vraiment biopic, à proprement parler, sur la relation qu'elle entretient avec ses paternels et sa sœur, oui, c'est intéressant, c'est bien fait, mais après, sur le reste de l'histoire, bon, c'est un peu tiré, à un moment donné, par les cheveux, tu te dis, ouais, bon là, ça va un peu vite quand même, on te donne quelques facilités pour qu'on termine le film. À toi de jouer. Je vais vous mettre quelques lignes ici, à la fin de la bande-annonce et du reste. Enfin, je vais faire une certaine disposition pour que vous ayez un texte qui s'affiche à un moment donné. Un texte qui va faire office de critique complète du film Black Widow. Et après, on s'attardera sur autre chose. Je vous laisserai mettre sur pause le temps de lire ce petit texte. Je ne fuirai plus mon passé. Donc pour ce faire, je vais quand même qu'on s'attarde sur un truc assez important. C'est qu'à un moment donné, c'est là où je vais pouvoir faire le parallèle avec une autre série qui s'appelle, pas un film, une série qui s'appelle Hawkeye, où tu as la sœur de Black Widow qui, dans la scène post-générique à la fin,
va subir le claquement de doigts de Thanos. En fait, on le voit, elle subit le claquement de doigts de Thanos, elle revient après dans le passé, enfin dans le futur, pardon, à la fin d'Avengers Endgame en fait, après tous ces événements, et t'as eu les différents films Spider-Man, No Way Home et compagnie qui ont fait tout le micmac, plus Doctor Strange 2, et t'as du coup cette dame qui revient. Et tu la vois revenir. Bon. Et à partir de là, tu te dis, bon, c'est génial, elle est là, d'accord, donc elle est pas morte. On savait pas ce qu'elle était devenue vraiment à la fin du film. Bon, elle est plus là, elle est là du coup, très très bien. Mais pourquoi on nous a montré cette scène et pourquoi elle va sur la tombe de sa sœur et que d'un seul coup t'as une dame, tu sais pas d'où elle sort, elle aussi non plus, pour l'instant, qui va lui dire, voilà qui a tué ta sœur. Et elle lui montre Kai. Donc qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Se venger. Faut qu'on t'amène une histoire, voilà. Ah, ils ont fait un peu ce qu'ils ont pu pour la fin, pour le coup, là. Hein. C'était pas terrible, hein. Et donc, chose totalement incroyable, on passe à cette série. Hawkeye. Ouais. Or, c'est une série qu'il faut regarder pendant Noël, hein, parce que le thème principal, c'est Noël, d'ailleurs. Alors, je sais pas tellement comment l'interpréter, cette série, parce que t'as une histoire qui t'est donnée, qui est bien faite. T'as pas trop d'effets spéciaux, parce que t'en as pas trop besoin pour ce genre de personnage et pour l'histoire qui est amenée. Mais tu sais pas à quoi ça va aboutir ce truc, en fait, à la fin. Tu te dis, mais pourquoi on a fait cette série? Pourquoi on s'est tapé plein d'épisodes pour à la fin tomber sur ceci? Voilà, où t'as Hawkeye et donc la sœur de Black Widow qui font un petit combat et à la fin il lui explique tout sur sa sœur, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Enfin, vous auriez pu l'amener bien avant, je veux dire, là en Foncette on s'est juste tapé une petite série relationnelle entre une fille qui est absolument fan de Hawkeye, qui est devenue une super archeuse, et lui qui continue d'être Avenger à son rythme. Ouais, à un moment donné... Vraiment, c'est mignon à regarder. Hein. Si t'as rien regardé pendant Noël, tu veux te détendre un peu, tu regardes une petite série Marvel où il y a de l'action, et qui est à peu près correctement écrit et sympathique, tu regardes ça. Mais du point de vue de l'histoire en général, tu peux regarder que le dernier épisode, le reste, tu t'en fiches un peu entre nous. Hein. Voilà. Alors, je vais reprendre ma petite liste. Des films et séries Marvel... que j'ai pas pu critiquer. Alors, je vais les reprendre. Les Gardiens 3, on l'a fait. Black Widow, on l'a fait. Ah oui, j'avais dit ça, c'est ça. Alors, pareil, même topo, je vous mets donc la bande-annonce de Black Panther Forever, Black Panther 2, avec quelques affiches et des petits points clés. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour démarrer ce film, ils ont eu un problème, c'est que l'acteur qui jouait le rôle de Black Panther, dans la vraie vie, il est mort. Et plutôt que d'avoir l'idée d'en retrouver un qui lui ressemble, ou du moins de faire ce qu'on appelle, comme dans Rogue One, un face made, c'est-à-dire qu'on prend quelqu'un qui va avoir un casque avec des points verts pour modéliser un personnage, à savoir par exemple dans Rogue One c'était le grand Moff Tarkin, le général suprême que tu vois dans Star Wars 4, et ben là ils auraient pu faire pareil. Mais ils l'ont pas fait, ils ont décidé de se retrancher sur une autre idée, celle qu'il aurait chopé une maladie très très grave, que même la technologie du Wakanda avec tout ce qu'ils ont ne pourra pas guérir. Et dès les premières minutes du film, je crois 5 minutes, il meurt. Donc, qui va reprendre qui c'est qui pourrait bien reprendre ça? Sa sœur. Allez, c'est parti. On nous fait un truc un peu féministe pendant 20 minutes. Seulement. Heureusement, on l'a fait que pendant 20 minutes. Donc, c'est sa sœur qui reprend le flambeau du truc. Ok. Et à travers ça, t'as toute une histoire qui t'est amenée avec un personnage que vous pouvez voir à un endroit. Là, je vais mettre une flèche dessus. Qui est en fait un type qui vit sous l'eau, qui peut voler, et donc j'ai perdu le nom, mais ça va être affiché là de toute façon. Voilà, et on t'amène une histoire. En fait, on se retape à un espèce de Black Panther 1, où t'as l'acteur de Black Panther et l'autre qui voulait venger son père, et t'as un combat entre eux et une histoire qui est amenée. Là, tu te fais exactement la même chose, sauf que t'as la sœur et lui. Voilà.
et à la fin, tu dis, bah génial, c'est super. Voilà. C'est pas terrible, franchement. En termes d'effets spéciaux, je dois dire que c'est fantastique. Après, en termes de scénario, oh là là, 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 oh là là. C'est nul, mais c'est nul. Ah oui, petite info comme ça au passage, quand même, parce que j'ai rien à dire de plus sur ce film, à part que c'est vraiment nul. Pour ça, je vous renvoie directement au film et à la bande-annonce qui sont suffisamment explicites, et aux quelques lignes que je vais mettre à droite à gauche, là. Et d'un seul coup, t'apprends à la fin du film que la femme qui était très amoureuse du Black Panther original, bah comme par magie, elle a un fils. Tiens non, ah bah c'est lui qui va devenir l'héritier après. Et ben voilà, comment amener un 3e opus, hein. Et ben voilà. Allez, ça c'est fait. Bon, je vous propose qu'on continue encore, puisqu'il y a quand même 108 films dans l'histoire, mais c'est pas sur ceux-là qu'on va s'attarder. Alors, je m'en ai un court instant, il faut quand même que je recherche. Alors, je vous ai pas fait les X-Men parce que là, je vais vraiment faire les films Marvel qui traitent d'un univers en particulier, à savoir celui des Avengers et tout le reste là. Mais à un moment donné, t'es comme ça, tu dis ouais, eh ben putain, il y a quand même quelques trucs à regarder. Mais et c'est là où je voudrais faire appel à votre bon sens, chers enfants. Alors, il y a une série dont j'avais pas parlé à l'époque, qui s'appelait Moon Knight. Que voici d'ailleurs. Alors Moon Knight, c'est, je pense, avec Loki, les meilleures séries que Marvel pouvait nous pondre. Mais alors celle-ci, oh mon Dieu, exceptionnelle. Sauf que j'ai un souci, c'est que c'est Oscar Isaac qui joue, et à chaque fois j'ai l'impression de voir Poe Dameron à chaque fois que je le vois. Mais ça, c'est pas grave, à la limite, parce qu'il joue très très bien, la série est très bien faite, vraiment c'est extraordinaire. Je vais mettre la bande-annonce juste derrière, enfin un peu partout là, il va y avoir des trucs, la bande-annonce, des affiches et des éléments importants de cette série. Or c'est une série qui fait pour la première fois non pas appel au multivers, mais au temps. Autant multivers, tu sais pas trop. C'est un mélange des deux, on va dire. Et t'as ce personnage de Moon Knight, qui est en fait au départ un employé, un type qui a peur de s'endormir. Parce que dès qu'il s'endort, il se balade où il veut, dans son esprit, sauf que son esprit, eh ben, il devient réel dans le monde. Et t'as tout un contexte, toute une pensée scénaristique qui t'est amenée à travers cette idée et qui te donne un scénario absolument époustouflant, basé sur l'histoire de l'Égypte, sur les pharaons, sur les dieux, et ça fait un petit peu allusion à un truc qui me permet quand même à la grande dynastie sans le vouloir, hein. Ça fait un petit peu allusion mais sans le vouloir. Ou encore à Doctor Strange 2 avec les Illuminati, ben là t'as un truc un peu similaire. Je crois que je deviens fou. Mais bon, ça à la limite c'est pas trop grave. Heureusement que Mais la série en elle-même, putain, c'est époustouflant. Mais c'est époustouflant. C'est Steven. Je vous propose de mettre 2-3 petits éléments dans un petit texte, quand même, parce que c'est quand même important d'avoir des éléments assez importants pour comprendre d'où vient cette série, pourquoi elle a été créée, dans quel but elle a été créée, et qu'est-ce qu'elle veut nous amener comme j'y arrivé, comme qu'est-ce qui t'arrive, Marc? idée, comme histoire, Vous m'appelez absolument géniale. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est une série qui a été créée par Jeremy Slater, que je ne connaissais pas. C'est un type qui est absolument génial, qui a fait beaucoup de choses. Il a juste créé l'idée, mais celui qui l'a réalisé, c'est Mohamed Diab, un cinéaste égyptien. C'est pour ça qu'on fait beaucoup allusion à l'Égypte dans cette série. Ce type est brillantissime pour gérer le temps et la manière dont il va conceptualiser l'histoire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait on est en 2025 dans cette série, et l'acteur Oscar Isaac qui joue le rôle de Steven Grant, un employé discret d'une boutique de souvenirs d'un musée à Londres,
Et il est en proie à ce qu'on appelle des troubles de la mémoire, ce que je disais antérieurement, c'est-à-dire qu'il, dès qu'il a un rêve, eh ben, il n'arrive plus à se souvenir de ce qu'il a fait la journée d'avant, et il se perd un peu en conjecture en fait. Et donc à un moment donné, ce fameux Steven, il souffre énormément de ce trouble, et il va partager son corps avec un mercenaire du nom de Mark Spector. Et en fait, ces deux-là, c'est un peu le type aux doubles personnalités, si tu veux, c'est-à-dire, je peux être à la fois l'homme faible qui se fait tout le temps mener par la baguette, tu vois, et en même temps, je peux être un type extraordinaire à travers ce mercenaire. Je deviens un chevalier de la nuit. Donc tous les deux, ils vont avoir, parce qu'il faut bien se dire qu'il y a deux personnages, mais qui forment un tout. Ils vont naviguer à travers leurs identités, tout en étant plongés dans un mystère mortel, parmi des dieux égyptiens. Et donc, tu as plusieurs épisodes. Tu as le mystère du poisson, donc là qui fait véritablement allusion au fait que, à la mémoire poisson, si tu veux. C'est-à-dire qu'en gros, vu qu'il a des troubles de la mémoire, un poisson, ça n'a pas de mémoire. Et là, c'est la même chose qui veut être évoquée. Après, il y a un autre épisode qui s'appelle Invoque le costume. C'est-à-dire que là, on prend vraiment à part entière la manière dont il va construire cette double identité. Le troisième épisode qui s'appelle En toute amitié, c'est-à-dire que là vraiment les deux, ils sont vraiment ancrés dans leur personnage, ils arrivent à faire à part entière tous les deux, et à changer de personnalité quand ils le souhaitent. Et après t'as le tombeau, épisode 4. Alors là pour le coup, c'est très dirigé sur l'aspect spirituel et on va dire, faut aller chercher loin, comment dire ça. C'est-à-dire qu'en gros on fait appel aux dieux, à la culture égyptienne. Après, on a l'asile. C'est-à-dire qu'en fait, il va à un moment penser qu'il est fou, et il va tellement se perdre entre la réalité, ses rêves, et ce qui est en train de se passer, qu'il va finir par être dans un asile pour fous, et ça va être assez drôle. Après, tu as l'épisode 6 des dieux et des monstres, qui est le dernier épisode, où là, comme son nom l'indique, il va y avoir une super bataille entre les dieux et les monstres, qui sont en fait les démons de notre personnage principal. Alors, je vous propose qu'on passe à une diapo suivante. Bon, j'ai remis tous les films qu'il y a chez Marvel, mais on va s'attarder sur deux, là, aujourd'hui, encore. C'est Shang-Chi et les 10 Anneaux de Pouvoir et Les Éternels. On va commencer par Shang-Chi, si vous voulez bien. Donc si tu n'avais pas compris, Shang-Chi, c'est un film japonais et chinois. Voilà. Dans le titre et puis dans les personnages qui nous sont amenés, c'est que des Asiatiques. Ce qui est normal puisqu'on fait appel à la culture chinoise et japonaise à travers un truc... Alors, au départ, j'ai cru que c'était les Anneaux Makluan, auxquels on allait faire allusion avec le mandarin ou un truc comme ça. Absolument pas, c'est un truc à part, complètement. Ça aurait pu être lié au départ, je pensais vraiment qu'ils parleraient du mandarin ou un truc comme ça. En fait non, ils ont carrément créé un personnage à part entière qui a pour nom Shang-Chi. Alors c'est un type qui au départ est en fait un espèce d'employé dans, si je dis pas de bêtises, dans un petit restaurant fast-food à Hong Kong, et qui va se rappeler qu'il a un père. Enfin non, plutôt son père va le retrouver. Et là, tu as une histoire qui est amenée là-dessus. Son père, il a 10 anneaux autour de lui. Et il essaye d'invoquer les dieux, des démons, pour détruire des anciens ennemis de son passé. Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux au départ. Mais le film en lui-même est franchement sympa. Je vous propose de mettre la bande-annonce. Et de, si je puis me permettre... regardez un peu de quoi il s'agit. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Shang-Chi, c'est comme je l'ai dit, il a retrouvé son père, mais son père, il est à la tête d'une organisation criminelle, et en fait, ils vont devoir affronter leur passé, tous les deux, pour mettre de côté leurs différences, et à la fin, ça t'amène un scénario avec ce type qui va réussir à manier ces différents anneaux. Bon, c'est franchement sympa, mais à un moment donné, c'était un peu long à des moments, je dois pas mentir. Les décors sont fabuleux par contre, les effets spéciaux sont pas mal, sont pas extraordinaires, sont pas mal. Après, en termes de
de matière scénaristique, il n'y a pas grand-chose. La seule chose que tu sais, c'est que ce Shang-Chi, tu vas le retrouver dans Avengers Doomsday et dans Avengers Secret Wars, dont on reparlera un petit peu plus tard. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur ce film non plus, c'est pourquoi je vais vous mettre directement quelques lignes et je vous propose de les regarder. Alors on va passer à... Mettez sur pause pour le texte si vous ne l'avez pas lu. On va passer aux Éternels. Alors petit résumé. Après les événements d'Avengers Endgame, une tragédie imprévue oblige les Éternels à sortir de l'ombre et de se rassembler face à l'ennemi le plus ancien de la race humaine, les Déviants. Ok, je vous mets la bande-annonce comme ça en arrière-plan, je vous mets pas de son volontairement. Hein. Alors ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui est vachement drôle, c'est que les Éternels, en fait, c'est un... Comment expliquer ça de manière concrète ? C'est des êtres surpuissants, pour presque ainsi dire, ils sont un peu comme Thor, c'est un peu des demi-dieux à part entière. Et là, on fait beaucoup appel à la culture grecque, romaine, d'un point de vue mystique et spirituel, parce que tu as des personnages qui ont vraiment des noms. Si tu as un petit peu de culture au niveau historique, tu comprends que les personnages, ils ont des noms qui sont pas mis comme ça par hasard. Tu comprends vraiment qu'ils ont une utilité, un rôle et un pouvoir qui leur a été donné à travers leur nom, à travers leur passé qui nous est expliqué à chacun. Je vous mets les personnages aussi avec la bande-annonce autour. C'est avec leur nom également. C'est très 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 bien fait comme film. Après, il y a un truc qui est un peu spécial, c'est que t'en as toujours un qui veut déroger à la règle à un moment donné dans ce scénario, enfin dans ce genre de scénario. C'est-à-dire que t'as toute l'équipe qui a envie de faire comme ça, qui pense que c'est la meilleure solution, puis t'as l'autre qui a envie de rester vraiment fidèle à celui qui leur a ordonné, enfin le guide, parce que c'est pas le guide suprême, c'est... Ah putain, j'ai perdu le nom. Ah, je sais plus le nom du personnage, mais c'est un espèce de dieu qui a créé les Éternels, les Célestes, ça y est, j'ai retrouvé, qui crée d'autres Célestes, qui crée des univers entiers et qui implante dans des planètes des êtres comme ça, qui s'imprègnent de l'énergie de la planète, qui détruisent la planète en naissant, et en fait ils apprennent les Éternels, et c'est là où tu as toute l'histoire qui est amenée dessus. Ils apprennent que tu as un Céleste qui est dans la Terre et qui va bientôt, entre guillemets, éclore et détruire donc l'humanité et la planète. Et ils vont prendre la décision, tous excepté un, de tuer ce Céleste pour pas que la planète ne meure, ainsi que l'espèce humaine. Donc ils vont faire alors ils vont pas faire comme Stark qui a sauvé l'univers entier, mais ils vont juste sauver la planète, eux. Et d'ailleurs, t'as un truc génial, c'est qu'ils arrivent. Et donc, à la fin des fins, t'as le Céleste par excellence qui, lui, revient sur la Terre, fait revenir les Éternels, disparaissent. Après, t'as une scène post-générique où t'as, si je dis pas de bêtises, peut-être quelques Éternels qui n'ont pas été pris par, par le Céleste et qui vont trouver un gars dont on connaît toujours pas le nom encore, mais qui est en fait joué par Harry Styles, le chanteur, qui est capable de tout faire en termes de pouvoir. C'est-à-dire que là, vraiment, vous voulez du pouvoir, vous en aurez. Hein, en termes de construction à travers ça, c'est beaucoup trop amené. Il y en a trop, en fait. Ça fait trop à la fin. Trop, c'est trop, même. Donc, Les Éternels, c'est un bon film. Hein, je dois vraiment reconnaître que c'est un très bon film. Visuellement génial. Au niveau du scénario, c'est très bien construit. Après, au niveau de l'histoire que ça veut raconter, peut-être que ça aurait mérité un petit peu plus de fignolage à quelques endroits, mais sinon, ça reste correct quand même. Ça reste même bon. Je voudrais quand même qu'on passe à quelque chose de très 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 important. C'est que si vous avez suivi l'actualité chez Marvel, on était censé bientôt avoir un film
qui devait s'appeler Avenger Kang Dynasty. Et pour une raison très simple, mais très conne, il n'aura jamais lieu. Voilà. Parce que l'acteur, il est en procès. C'est le type qu'on a vu dans Loki. Il est en procès. Et voilà. Ce qui me pose véritablement problème maintenant, c'est que voilà tout ce qui était prévu chez Marvel. Voilà, Kang Dynasty, voilà ce qui était prévu à l'origine. Hein. Et ben finalement, tu auras Doomsday, avec le Docteur Fatalis joué par nul autre que, et ça me rend dingue, ou encore par Avengers Secret Wars. Donc sur ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Avenger Kang Dynasty, on le bannit. J'imagine que dans Doomsday, ils vont faire crever tous les Kang à travers le Docteur Fatalis, joué par Robert Downey Jr. On va tous voir Iron Man, hein, c'est ça qui me rend dingue, mais bon. Et ensuite, on va avoir 2 Avengers qui vont se passer dans le multivers, dont un où tu sais délibérément que, en fait, on va se retaper un peu Avenger Infinity War et Endgame à travers ces deux-là, c'est-à-dire mais avec l'univers du multivers, où Fatalis va gagner dans le premier et dans le dernier il va perdre. Voilà. Mais cette fois, ce sera qui le héros? Parce que j'en sais rien. Après, est-ce qu'ils vont faire appel au multivers et ils vont ramener Stark? J'espère que non. Je sais pas comment ça va se goupiller cette histoire, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que tout ça, ça a été pondu et ça a été signé. Hein. Voilà.